à tout le monde. Donc, bienvenue à ce webinaire spécifiquement dédié à la préparation des entretiens des gens qui ont été sélectionnés à la deuxième phase d'évaluation de transition, qui est la célébration des entretiens auprès du jury. Donc, tout d'abord, donc je passe, oui. Donc, tout d'abord, nous présenter. Donc, nous sommes, comme vous le savez déjà, de toute façon, l'équipe du point de contact national du Conseil européen de l'innovation, chargé des programmes Pathfinder et Transition, et maintenant le nouveau Advanced Innovation Challenges, ainsi que des écosystèmes d'innovation européens. Donc, moi, je suis le coordinateur du PCN, donc Grégory Omino-Zabad, et donc mes deux collègues qui sont aussi avec nous aujourd'hui, donc Chiara Molinelli, qui travaille aussi à l'Université de Lille, et Laurent Voll, qui travaille aussi, c'est-à-dire à part de son rôle en tant que PSN, à la Chambre de commerce industrie de Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Et donc, nous, en tant que PSN, donc nous offrons à toute la communauté des porteurs de projets plusieurs niveaux d'accompagnement. Et le premier serait comme celui-ci, c'est-à-dire des webinaires et présentations des instruments d'une façon un peu plus générale. Et à partir de là-bas, les gens qui veulent porter des projets, déposer des projets, peuvent nous poser des questions assez spécifiques pour le positionnement du projet, pour le montage, etc. Et nous faisons aussi des analyses des résultats et aussi des rapports d'évaluation. Et nous sommes capables, même si on n'est que 3 personnes disons pour toute la France, on arrive aussi à faire dédier un peu plus d'efforts, un peu plus de temps pour faire un travail plus en profondeur pour les gens qui, par exemple, qui ont déposé un projet sur Pathfinder Open et veulent redéposer. Et sinon, comme c'est le cas maintenant pour les euros blancs, pour préparer ces entretiens en transition. D'accord. Et bon, donc, ça ne marche pas. Donc là, tu peux passer à la suivante, Laurent, s'il te plaît. C'est bon. C'est fait. Et voilà, donc quelques petites instructions pour la réunion. Donc, on vous a coupé les micros. Et donc, au moment des questions, vous aurez le droit de parler, bien sûr. Et aussi, à ce moment-là, vous pourrez lever la main si vous avez quelques questions à poser ou vous voulez tout simplement intervenir, faire des commentaires ou quoi que ce soit. Et donc, je crois que je te passe la parole, Laurent. Oui, merci Grégorio. Donc, bonjour à toutes et tous. Je vous remercie de votre présence et je remercie plus particulièrement Fabrice Arms de la société Imagine Optique qui était à votre place il y a un an et qui est le lauréat euh, de l'année dernière et qui viendra partager tout à l'heure son expérience sur la préparation de cette phase importante. Donc, on va faire un petit rappel Bon, sur les en règles fait, d'évaluation. il est déjà là entre nous. Hein, donc... Oui, il est déjà là, mais je sais, c'est pour ça que je le remercie. Et donc, on va faire un petit rappel sur les règles d'évaluation, puis Grégorio rentrera plus dans le détail de comment rédiger un slide deck, enfin, ou un diaporama en vue de l'interview, comment se préparer à l'oral. Et puis, nous aurons donc ce témoignage de Fabrice Arms et puis des questions-réponses. Alors, je ne vais pas être long parce que normalement, vous connaissez toutes et tous les règles d'évaluation de l'EIC Transition. Donc, après évaluation à distance par des experts évaluateurs, donc 9 semaines après le call, on se trouve maintenant. Certains d'entre vous, les plus chanceux, ont été informés qu'ils étaient invités pour passer devant le jury de l'EIC.
Le jury, alors ça sera un passage virtuel, hein, on aura l'occasion de le dire dans la présentation, puisque c'est bien à distance que se fait en visio, que se fait cette interview. Et donc, cette interview, donc aujourd'hui, vous avez été sélectionné. Alors, on peut le dire, hein, je crois que les chiffres sont plus ou moins confidentiels, mais on va le partager. Il y a 87 projets qui sont sélectionnés et on s'attend à ce qu'il y en ait entre 40, 42, peut-être 43 qui soient retenus au final. Donc vous voyez, vous avez pas tout à fait 50% de chance, mais quand même pas loin. Donc un taux de succès assez fort pour cette deuxième phase. Donc ça veut dire que et deuxième chose aussi qui est très importante à noter, c'est que vous avez été invité, pour ceux qui le sont, hein, parce qu'aujourd'hui parmi nous, il n'y a pas que des invités, il y a aussi des gens qui les accompagnent ou qui, bah, s'ils n'ont pas été invités cette année, on leur souhaite de l'être l'année prochaine, ou peut-être veulent se préparer pour déposer l'année prochaine. Sachez que pour ceux qui sont invités, vous l'avez été en fonction, ou ils l'ont été en fonction de leur notation. Mais les notations sont remises à zéro aujourd'hui. C'est-à-dire que pas parce que vous étiez votre proposition était la mieux notée à l'issue de l'écrit qu'elle est plus, comment dirais-je, plus favorisée ou qu'elle a plus de chances de celle qui était la 87e, la moins bien notée, qui a été invitée à l'oral. Donc on a déjà vu par le passé des notes faire vraiment le saut entre le top et le bas de l'échelle à l'issue de l'oral. Donc vraiment, il faut vous dire que pour cette phase d'interview, c'est une deuxième phase qui n'évalue pas tout à fait sur les mêmes choses que la première phase écrite, mais que on remet à zéro. Voilà. Et puis donc, à l'issue de cette interview, qui normalement devrait avoir lieu pour chacun d'entre vous, enfin d'entre ceux qui sont invités la semaine du 1er au 5 décembre, sous 4 semaines, alors vraisemblablement juste avant les fêtes. L'année dernière, c'était un cadeau de Noël, je crois, Fabrice, si je crois me rappeler. Mais cette année, je pense que ça va être short pour que ce soit un cadeau de Noël, donc ce sera peut-être plus vraisemblablement en janvier pour les étrennes que vous recevrez les résultats. Et pour ceux qui n'ont pas été invités, c'est également en janvier, à l'issue de ce processus d'évaluation, que vous recevrez donc tous, lauréats comme non lauréats, l'ESR, c'est-à-dire le rapport d'évaluation de la première et ou de la deuxième phase. Alors, slide suivante, si elle veut bien passer. Oups, voilà. Donc, les critères d'évaluation de l'interview, on aura l'occasion d'y revenir indirectement dans les conseils que Grégorio va vous donner tout à l'heure, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se retrouve de nouveau sur les trois grands critères, excellence, impact et qualité de mise en œuvre. On retrouve à peu près les mêmes, comment dirais-je, les mêmes sous-critères. Donc, avant tout, la nouveauté de la rupture technologique et la nouveauté de la technologie que vous proposez, sa valeur ajoutée. Peut-être aussi en comparaison avec l'existant. Alors, quand on parle de l'existant, ce n'est pas uniquement des technologies concurrentes d'un point de vue scientifique, mais aussi des technologies concurrentes d'un point de vue fonctionnel, puisque là, on se rapproche du marché, donc on se rapproche de fonctions, de réponses à un besoin. Donc les benchmarks, ils peuvent se faire aussi vis-à-vis de technologies qui n'ont peut-être rien à voir d'un point de vue scientifique, mais qui arrivent au même résultat. Donc le potentiel de montée en échelle, et donc de création de nouveaux marchés que vous avez. Bien sûr, l'ambition, la crédibilité et la faisabilité du développement technologique que vous proposez dans le temps imparti du transition, c'est souvent un des pièges relevés par l'ISMEA, c'est de voir un peu trop ambitieux dans le temps imparti, et également sur les aspects commerciaux. Et vous fixez des indicateurs de performance, est-ce qu'ils sont atteignables ou pas? Sur l'impact, bien sûr, ça reste très important, hein, donc la crédibilité des impacts, solidité du business model que vous avez proposé. Alors, si vous êtes invité à l'oral, c'est que vous avez certainement proposé un business model crédible, mais qu'il conviendra de valider, bien sûr, tout au long du transition, mais qui est déjà une bonne hypothèse de base. Les cas d'usage ou les premiers utilisateurs, bien montrer que vous les avez, comment.
Et puis, un point important, c'est la propriété intellectuelle. Et alors là, on vous a mis un petit point en bas. Sachez que le jury reçoit, en amont de votre passage, un rapport de la part de l'Office européen des brevets sur le caractère novateur de votre technologie. C'est-à-dire, par exemple, pour ceux qui sont bien familiers, j'imagine que vous l'êtes tous, avec la propriété intellectuelle, c'est est-ce que le brevet ou les brevets sur lesquels vous vous appuyez, est-ce qu'ils ont une intériorité forte, par exemple, est-ce qu'ils ont beaucoup de X ou dans leur rapport de recherche. Ça veut dire est-ce qu'ils sont antériorisés sur certaines parties par d'autres documents ou pas. Voilà, c'est un petit peu cette force du brevet, son caractère novateur dans l'ensemble je dirais de l'écosystème des connaissances, hein, enfin de l'état de l'art. Ce rapport est fourni au jury, qui peuvent donc ainsi avoir une idée de la force, entre guillemets, de votre propriété intellectuelle. Et bien entendu, qualité de mise en œuvre, alors ça passe essentiellement par la motivation de l'équipe, équipe projet, bonne répartition, et on y reviendra tout à l'heure, Grégorio y reviendra sur qui doit participer à cet oral. Alors si vous êtes monobénéficiaire, ben, bien sûr, c'est la qualité de l'équipe et donc la crédibilité et votre capacité à prouver que votre société est en capacité de mener le projet et qu'elle est menée par une équipe, comment dirais-je, avec un leadership et une répartition des tâches logiques. Et si vous êtes en consortium, eh bien que ce soit les bonnes personnes qui soient présentes, les work package leaders, le rôle de chacun est bien établi, qu'il n'y a pas un maillon faible, etc. Bien sûr, évaluation des risques, etc. Ça fait partie des choses classiques. Alors, donc l'interview, elle a lieu, comme je l'ai dit, de la semaine du 1er au 5 décembre. C'est une interview qui a lieu à distance via Webex, avec un jury en face de vous qui est composé entre 4 et 6 membres. Alors, 4 et 6 membres qui ont une voix délibérative. Mais on le verra tout à l'heure, il peut y avoir plus de personnes dans le jury. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes qui sont présentes, mais silencieuses ou à titre de consultatif, notamment le programme manager. Le programme manager, alors les programmes managers, pour mémoire, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les 10 experts sectoriels qui ont été embauchés par l'EIC et qui se constituent des portfolios de projets au travers de technologies clés de rupture qui peuvent faire, je dirais, ont un potentiel d'impacter les marchés et la souveraineté industrielle européenne demain. Et le programme manager, alors même si le transition est un instrument open, ouvert, c'est-à-dire sans sujet prédéterminé, le programme manager du sujet le plus proche du vôtre peut assister. Il n'a pas une voix délibérative, il a une voix consultative, et on va le voir juste après. Et on a parmi nos lauréats 2024, je ne crois pas que ce soit votre cas, Fabrice, mais on en connaît un autre, qui s'est fait, entre guillemets, un petit peu démolir son projet par le programme manager, donc il était tout dépité, et le projet est passé. Parce que le programme manager avait certes une vision qui était différente des évaluateurs, mais c'est les évaluateurs qui ont une voix délibératrice et qui ont décidé que le projet tenait la route, même si, de son point de vue, le programme manager était pas tout à fait, ça correspondait pas à son portfolio en fait. Donc ça, c'est le jury. Et on va voir un peu plus en détail tout à l'heure. De votre côté, vous pouvez, en tant que lauréat, enfin lauréat, pas lauréat, non, admissible, proposition admissible, pardon, vous pouvez venir jusqu'à 5 représentants. Ces 5 personnes doivent absolument, c'est pour ça qu'on l'a souligné, être mentionnées dans le projet. On a déjà eu un cas d'une personne qui nous a dit: «Oui, mais moi, j'ai le CEO de GT Partenaire, ou j'ai un partenaire dont le CEO n'a pas été mentionné, il voudrait venir». Bah non, c'est foutu, désolé, c'est pas possible. Ça ne peut être que les personnes qui sont mentionnées dans la proposition comme étant impliquées sur le projet. Ce qu'on vous conseille, c'est de pas venir à 5 pour le plaisir de venir à 5. Si, par exemple, si vous êtes mono-bénéficiaire et que 3 personnes dans la startup, ça suffit, bah, venez à 3. Si à l'inverse, vous êtes en consortium, c'est pas un consortium de 5, c'est pas nécessaire d'avoir un représentant de chaque partenaire. Si c'est plus pertinent d'avoir peut-être 2 du coordinateur et 2 work package leaders. Donc voilà, c'est vraiment à réfléchir. Il faut avoir des personnes qui seront pertinentes, qui pourront intervenir ou si elles n'interviennent pas, pourront répondre à des questions, mais pas juste des personnes qui sont là, entre guillemets, pour décorer ou pour faire 5 personnes. Donc l'interview dure 45 minutes et on va tout de suite passer au détail de l'interview.
Alors sachez que ça va très vite, hein, vous allez être bombardé de questions. Donc ça se passe comment? Déjà, alors j'espère que ce schéma est relativement clair. Donc en haut, vous avez ce que vous faites en tant que porteur. En bas, vous avez ce que fait le jury. Donc pendant les 10 premières minutes, il y a un briefing. Il y a un briefing du jury où là, le jury est informé éventuellement de questions techniques se rapportant à votre projet, d'échanges informels par rapport à la lecture qu'ils ont pu avoir de votre projet, du rapport qu'ils ont reçu de l'OEB. Et pendant ce temps-là, vous avez un briefing informel aussi, c'est-à-dire un test de connectivité. Alors, Grégorio y reviendra, mais assurez-vous en amont que côté technique, ça marche bien. Et on vous fera aussi valider vos identités. Je pense que Fabrice vous en parlera peut-être dans son témoignage, mais vous devrez montrer à l'écran un document d'identité pour prouver qui vous êtes. Puis au bout de ces 10 minutes, l'interview à proprement parler commence. Et là, on attaque direct 10 minutes de pitch. Sur la base du pitch deck que vous aurez transmis, je crois que vous devez tous, pour ceux qui sont admissibles, le transmettre d'ici vendredi et 21. Et à l'issue de ces 10 minutes de pitch, où vous ne serez pas interrompu, vous avez 35 minutes maximum de questions-réponses, qui ne sont pas définies, hein. Alors, quand on dit qu'elles ne sont pas prédéfinies, c'est un peu de la théorie, parce qu'il y a des questions bateaux qui ont tendance à tous poser, mais ça va être en fonction de ce que vous aurez exprimé. Et parmi ces 35 minutes, vous en avez 5 à la fin qui peuvent être des questions provenant du fameux programme manager dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, au bout de ces 45 minutes, donc vous sortez, c'est terminé pour vous et le jury délibère pendant jusqu'à 55 minutes et le briefer, voilà, on va voir les différents membres du jury, rédige son rapport. Donc voilà, très rapidement, qui participe à l'interview? Donc vous avez ce qu'on appelle vraiment les jury members. Les jury members, c'est les jusqu'à 6 jury members, hein, qui vont vous interroger. Vous avez un briefer qui est un peu, je dirais, le secrétaire de séance, si je puis dire. Un modérateur qui va vous vérifier la connexion, vous présenter, vous dire, voilà. Et puis vous avez un programme manager ou parfois un autre membre de l'EIC qui peut éventuellement amener des aspects techniques au jury ou répondre à des questions, mais qui n'a pas de droit de vote. Et puis, vous avez ensuite parfois des observateurs, pardon, bon, c'est assez rare, et parfois aussi enfin, souvent une personne de l'ISMEA qui est là pour veiller à l'impartialité et au bon déroulement de l'interview, mais qui encore sont des personnes silencieuses. Donc, sous un délai de 4 semaines, hein, je vous l'ai dit, 3 résultats possibles, recommandations pour financement, et à ce moment-là, vous rentrez dans une phase de négociation du grant agreement. Je pense que Fabrice nous en parlera dans son propre expérience. Ça, c'est le go. No go, non, ben, on considère que votre projet n'est pas suffisamment mature pour aller ou a des défauts, donc le jury ne vous garde pas. Et liste de réserve, ben, vous n'êtes pas suffisamment, peut-être totalement mature, mais finalement pas loin. Donc, s'il reste un peu de budget ou à la fin, ben, on pourrait vous repêcher. Bon, pour l'instant, on n'a pas vu le cas, hein, mais sachez que cette disposition existe. D'ailleurs, on l'a pas vu pour la simple et bonne raison que la disposition n'existait pas dans le programme de travail 2024 et que là, c'est la première fois qu'on est dans cette configuration. Voilà, donc j'en ai terminé de cette partie. Alors je ne sais pas si on va peut-être passer à la partie des pistes d'amélioration pour préparer la présentation faite par Grégorio. Je vais te passer la parole et on passera aux questions à la fin. Oui, il n'y avait pas de toute façon encore des questions sur le chat, juste une petite à laquelle j'ai déjà répondu. Donc, éventuellement, je vous dirai. Merci. Donc merci. Donc on passe alors à cette section. Et donc tout d'abord, il faut que vous sachiez que moi je ne suis pas du tout un expert sur tout cela, mais qu'une partie importante de ce contenu est plutôt procède d'une formation qu'on a reçue tous les PCN européens, qui a été donnée par un expert autrichien qui s'appelle Florian Kandler, que vous le verrez là en bas. Et
Et disons, la formation en plus était plus généraliste que celle d'aujourd'hui, qui est très ciblée sur transition. Et donc, la formation qu'on a reçue, c'était, comme j'ai dit, plus généraliste parce que le PCN européen EIC, on est sur transition, mais notamment plus fréquemment encore sur l'accélérateur. Et donc, en tout cas, donc j'ai ajouté, donc j'essaie d'adapter tout ça aussi à un autre cas. Et donc, vous verrez qu'il s'agit la plupart des fois des conseils très simples, de sens commun, mais qu'il faut en tout cas ne pas mépriser et qui malheureusement ne sont pas toujours évidents pour tout le monde. Et donc, je vous préviens aussi que cette partie sera peut-être un peu longue, mais sincèrement, je pense qu'il est important de ne pas passer très vite. Et bon, je prie déjà de toute façon dès le début, tant à notre témoin aujourd'hui, Fabrice Arms, comme bien sûr à mes collègues, si jamais à n'importe quel moment ils croient qu'ils doivent intervenir ou m'interrompre, surtout s'il y a quelque chose que j'ai dit et que par exemple Fabrice trouve qu'il n'a pas été comme ça dans son expérience et donc il faut, disons, le corriger immédiatement. Donc voilà, j'essaie de passer, je ne sais pas si ça... Ah non, je n'ai pas pris le contrôle. Comment on fait, Laurent? On essaie de... Parce que ça ne marchait pas très bien tout à l'heure. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, bon, pour commencer, alors Je t'ai donné le contrôle. Ok, je vais essayer parce que c'est vrai que ça ne marchait pas très vite comme ce matin, ça marchait mieux. Donc, la première chose, c'est, avant de commencer, c'est de ne pas se reposer sur ses lauriers, c'est-à-dire ne pas être trop confiant parce que même si vous avez déjà eu un bon résultat de l'évaluation, vous n'êtes pas le seul. C'est-à-dire tout le monde aura minimum de l'expérience des années dernières, 13 sur 15 minimum. Et donc, vous voyez dans le slide les résultats des années dernières. C'est-à-dire, dans les barres, vous voyez le nombre de projets français qu'on a été sélectionnés pour l'entretien de différentes années. Et en bleu plus foncé, ceux qui ont été retenus. Donc, vous voyez qu'en 2024, on a eu une récolte, on pourrait dire, vraiment exceptionnelle. Et donc, avec vous voyez, 90% de succès. Et donc, cette année, notre objectif en tant que PSM, bien sûr, c'est que vous, les 8 qui avaient été sélectionnés, vous passiez tous. Mais bien sûr, ça ne sera pas probablement le cas parce qu'il faut aussi se battre avec le reste des projets. Et donc là, si nous essayons de passer... Donc voilà. Donc, oui, donc vous voyez que cette année, il y a eu beaucoup plus de projets déposés. Vous le voyez en bleu ici. Donc, on a passé un peu moins de 400, un peu moins de 600 projets éligibles. Les chiffres de 2025 sont estimés parce qu'on a le nombre total des projets déposés qui était 611. Mais il faudrait prévoir peut-être en 4% de projets qui n'ont pas été éligibles. Et donc, on peut penser oui, si on pense à environ une quarantaine de projets approuvés, comme l'a dit tout à l'heure Laurent, et donc on pourrait penser que le taux de succès va tomber de 10% à peu près l'année dernière jusqu'à 6%. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que les autres projets qui ont été sélectionnés pour l'entretien auront normalement une note plus haute que ceux qui avaient été sélectionnés l'année dernière. Donc, ça veut dire que la concurrence cette année est plus dure. Et donc, bon, et Laurent, si tu peux passer, parce que je n'arrive pas, je ne sais pas pourquoi, sincèrement. Si, ça passe, mais il y a juste une petite rémanence de temps, mais c'est bon. Ah, ok. Et donc, quelques principes basiques à prendre en compte. Le premier, c'est que le contenu, c'est plus important que la forme. Même si la forme, bien sûr, est aussi importante. Pas aussi dans la même mesure, mais elle est importante. Il ne faut pas le perdre de vue. Et donc, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas quelque chose de belle, mais plutôt de solide.
Et donc, il faut anticiper les questions du jury, peut-être dans la présentation, c'est-à-dire basiquement pourquoi ce projet doit être sélectionné. Et donc, en tenant compte de toute façon que dans 10 minutes que vous aurez, on ne peut pas tout couvrir, mais plutôt il faut se centrer sur les éléments principaux, c'est-à-dire les critères d'évaluation, dont on parlera beaucoup plus tard, les idées essentielles du projet, les points forts, les faiblesses ou les risques identifiés avec leur plan de correction, mais aussi on peut penser de laisser quelques matières, quelques détails pour après pouvoir répondre à des questions d'une façon un peu plus favorable, si vous voulez. Moi, personnellement, je vous dis que moi, je suis plutôt averse au risque et donc moi, je ne serais pas laisser des choses à l'hasard. Et donc, bien sûr, il faut aussi assurer la bonne réception du message, c'est-à-dire du contenu que nous voulons transmettre. Et donc, il faut que la structure de ce que nous allons raconter soit claire, qu'il y ait un flux clair aussi des idées, ce qu'on serait le fil conducteur de la présentation. Mais il faut aussi que chaque idée qu'on veut partager soit claire aussi et qu'il soit concise. Non, en général, même pour le nombre de membres de l'équipe qui vont être présents, comme a mentionné tout à l'heure Laurent, il faut aller au minimum nécessaire. Et donc, et finalement, oui, le concept le plus important est toujours la crédibilité, parce qu'elle elle doit imprégner tout le discours, parce que si jamais on la perd, ça va être impossible, bien sûr, de la récupérer dans 10 minutes. Et donc, vous verrez qu'il y aura pas mal de références lors de ce que je vais raconter tout à l'heure. Et donc, comment préparer la présentation ou l'entretien dans son ensemble? Donc, premièrement, il faut décider si on veut créer une nouvelle présentation ou si on souhaite se baser sur quelque chose qui nous avions déjà. Et donc là-bas, effectivement, le risque, c'est-à-dire le fait de recycler est tentant, mais c'est quand même risqué parce que on risque effectivement de ne pas transmettre le message spécifique pour cet entretien dont l'enjeu est important. Et donc, pas essayer d'utiliser une présentation préexistante parce que, sauf si elle était parfaitement préparée pour exactement la même chose, la même situation que nous allons avoir, donc ce qui est très très peu probable. Et donc, le plus important, c'est le contenu, comme on avait dit. Donc, c'est pour ça qu'il faut commencer d'abord pour définir le contenu et après le scénario de ce que nous voulons raconter. À partir de cela, comment on va l'expliquer. Et finalement, les designs, si vous voulez, des diapos qui vont être envoyés. Et donc, le conseil ici serait de commencer par vraiment le cœur de la présentation, qui est la base, bon, pas la base, mais effectivement le cœur, qui est le plus important. Et après, continuer à ajouter petit à petit du contenu tout autour, en forme de spirale, si vous voulez, ou de cercle concentrique, pour s'assurer qu'en 10 minutes, on ne va pas louper ce qui est le plus important. Et donc, pour la préparation, il faut faire un processus plutôt itératif, d'amélioration. Donc, répéter, c'est-à-dire s'entraîner, enregistrer les répétitions, trouver des défauts et voir quels sont les changements à faire. Et bien sûr, comme on n'a pas trop de temps non plus, les prioriser en fonction du peu de temps que nous avons disponible jusqu'à d'ici au 1er décembre que vont commencer les entretiens. Il faudrait essayer d'apprendre même par cœur le plus possible. Comme ça, on ne va pas répéter exactement ce que nous avons fait dans les entraînements, mais au moins ça nous permettra de perdre le moindre de temps possible
en train d'essayer de trouver les mots, etc. Parce que nous les aurons déjà dans la tête. Et bien sûr, je ne peux pas tout se souvenir de tout pendant 10 minutes, au moins le fil conducteur. Quelles sont les idées vraiment dont on veut parler? Et bien sûr, réviser la documentation qu'on va envoyer, mais aussi les diaporamas qu'on va présenter, toujours par une personne différente pour s'assurer qu'il n'y aura pas des erreurs qu'après on puisse regretter. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois rien maintenant. Maintenant. Voilà, mais on est allé en arrière apparemment. Attends, est-ce que je vois? Hop. Voilà, donc sur le contenu. Alors, sur le contenu, bon, ici on a une table de matière qu'on peut proposer, qui est proposée, qu'on peut utiliser. Elle n'est pas en ligne, vous verrez, elle n'est pas tout à fait en ligne avec, disons, la structure du formulaire de transition que vous avez déposé au mois de septembre. Mais je crois que c'est un modèle avec un fil conducteur qui me semble assez logique. C'est-à-dire que chaque section t'amène à peu près d'une manière naturelle à la suivante et qui peut coïncider aussi avec ce que le jury peut attendre. C'était aussi à partir de cette formation qu'on a reçue tout le PCN. Donc, il était plutôt préparé en pensant aux entretiens de l'accélérateur plutôt que de transition. Et donc, j'ai essayé de compléter ça avec des contenus qui me semblaient plus spécifiques de nous, en particulier les critères d'évaluation et aussi le projet en particulier concret qui va être évalué parce que ce n'était pas le cas pour l'accélérateur où normalement ce qu'il évalue c'est la globalité de l'entreprise, ce n'est pas notre cas. En tout cas, si vous sentez que ça ne vous convient pas pour la présentation, pour le diaporama, etc., en tout cas, vous pouvez l'utiliser comme un guide pour préparer les questions qui viendront après. Et donc, vous voyez l'ordre qu'il faudrait suivre, sûrement. Donc, si vous me permettez une petite blague, l'introduction et la conclusion, vous voyez que j'ai dit ici qu'il faut que ce soit bien sûr un petit résumé et qu'elle soit impactante, mais bien sûr, elles ne doivent pas être les mêmes, elles doivent avoir une orientation différente, non? Donc, c'est ton page, merci Laurent. Et donc, l'introduction. Donc, on peut commencer par une présentation brève du candidat au sens large, c'est-à-dire par la personne qui parle, mais l'entité qui a déposé le projet. L'entité, soit individuelle, monobénéficiaire, ou l'ensemble du consortium, et très brièvement. Il ne faut pas peut-être présenter l'équipe qui est présente à l'entretien en ce moment initial, mais peut-être, oui, si c'est envisagé que tout le monde va parler à un moment donné, on pourrait peut-être faire la présentation au moment où ils vont parler. Et aussi commencer comme ça, qui est une manière assez, on pourrait dire, traditionnelle. Il y a des gens qui peuvent penser que c'est un peu prévisible, et donc parfois il faudrait commencer d'une autre façon, avec le but qui est dans la ligne suivante, qui est attirer l'attention, et donc générer de la curiosité, et aussi communiquer quel est l'enjeu dont on va parler. Et par rapport à l'attention, il faut tenir en tête que il faut attirer l'attention, mais il faut maintenir l'attention après, pendant tout le discours. Et si vous me permettez une autre petite blague, il faut attention à l'attention et à l'attention, c'est-à-dire avec et l'apostrophe et sans et l'apostrophe. Un peu de tension pour qu'il y ait, on le verra. La vision
Non, et il faut ajouter, donc, montrer quelle est notre vision, qu'est-ce que nous envisageons, soit le problème qui existe, le moment où il sera déjà résolu, solutionné, ou l'opportunité que nous voyons, une fois qu'il sera développé, quels seront tous les avantages, le monde, comment il va être merveilleux, etc. Quels sont les avantages? Et donc, disons, si on peut aussi introduire un facteur émotionnel pour impliquer un peu plus les membres du jury, un côté personnel peut-être. Et une autre possibilité, c'est générer de la curiosité, c'est-à-dire mentionner un but très ambitieux, mais sans donner beaucoup de détails. Et donc, comme ça, les gens peuvent se demander, ah mince, comment est-ce que ces gens vont faire ça? Et donc, comme ça, on génère cette curiosité qu'il faut garder pendant tout le temps. Et donc, des erreurs, des choses à ne pas faire, c'est perdre beaucoup de temps en train de remercier, oui, je suis très ravi, vous m'avez choisi, blablabla. Et donc, non plus essayer d'impressionner avec un argot technique qui va être incompréhensible. Souvenez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il faut que le message que nous voulons arrive aux gens. Et donc, si on met des barrières comme celle-ci, le message n'arrivera pas. En plus, il faut penser que les membres du jury ne seront pas nécessairement spécialistes dans la matière, au moins pas tous, parce qu'il y aura aussi des spécialistes probablement dans le domaine de développement de business, d'affaires, etc. Et donc, il ne faut pas, les embêter avec cela, qu'ils ne comprennent rien et donc qu'ils soient frustrés, déçus, etc. Et en général, il faut éviter aussi, on le verra pendant toute la présentation, éviter de faire des déclarations vagues. Il faut quantifier, il faut préciser, que les gens sachent de quoi vraiment on parle, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on connaît, etc. Voilà. Et donc, pour le deuxième point, qui serait la description un peu plus détaillée, déjà, suffisamment détaillée déjà, du problème qu'on veut résoudre ou de l'opportunité qu'on a trouvée et qu'on veut développer. Ça, c'est la base, c'est-à-dire l'origine du projet. C'est-à-dire, s'il n'y a pas un besoin, tout le reste, si c'est pas clair, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut résoudre, quel est quel est le but? Donc tout le reste est trop déjà, n'a pas de sens. Et donc il faut bien sûr illustrer quelles sont les conséquences, les possibilités qu'on voit, soit les conséquences du problème ou les possibilités qu'on voit à l'opportunité qu'on veut saisir, et les quantifier bien sûr. Et en plus, si possible, citer les sources, parce que ça soutient, comme j'ai aussi mentionné tout à l'heure, notre crédibilité qui est très importante. C'est pas, ils vont se dire, ah ok, donc ça c'est correct, ils savent ce qu'ils disaient. Et donc, et tout ça, ça va nous aider après à argumenter ce qui va être l'impact de notre projet. C'est très lié. Et donc, encore, il faut éviter d'être vague. Aussi surcharger des statistiques inutiles, parce que si on essaye, c'est d'impressionner le jury, ce qu'on va obtenir en retour, qu'il va être ennuyé, et donc il va perdre cette attention qu'on veut maintenir. Et bien sûr, il ne faut pas exagérer non plus, parce que c'est très probable qu'ils se rendent compte, et donc notre crédibilité va tomber immédiatement. Et voilà, donc là, je passe, le 3. Donc, une fois qu'on a expliqué quel est le problème, alors qu'est-ce que nous allons faire pour résoudre le problème ou pour pour saisir cette opportunité que nous voyons. Donc, c'est de la même façon qu'on a dit que l'autre point, le point 2, était la base ou l'origine du projet, et par conséquent de la présentation, ceci va être le cœur de la présentation. Donc, il faut expliquer assez bien de quoi s'agit-il et comment elle va fonctionner. C'est le quoi. Et donc, le jury va se demander à quoi ça sert, qui est-ce qui va utiliser ceci, etc. Et donc, là, il faut expliquer très bien l'état de l'art. Quels sont les avantages par rapport à ce qui existe? Donc, il faut se différencier, mais
il faut aussi rassurer le jury que ça n'existe pas déjà, il n'y a rien comme ça. Il faut connaître très bien aussi les possibles technologies ou solutions concurrentes. Oui, et donc c'est en relation, le côté différenciation, c'est bien sûr en relation avec ce que l'on appelle, on l'appelait dans le formulaire, ce qui était le unique selling point. Et donc la rupture. Ne pas oublier qu'on est à l'EIC, même si le projet a été invité déjà à l'entretien, et ça veut dire qu'on est suffisamment bon et que tout ça, c'est clair, qui a été démontré, mais il faut pas oublier, il faut démontrer toujours qu'on va être meilleur que les 50 autres projets qui ne seront pas sélectionnés. C'est-à-dire la différence entre les 40 à peu près prévus et les 97 qu'a mentionné Laurent. Notre but, c'est pas être le meilleur, mais être un des 40 meilleurs, en tout cas. Et voilà, et donc comme c'est un développement technologique, etc., de rupture, il faut aussi démontrer qu'on a prévu quels sont les risques, que les a identifiés de tout type, c'est-à-dire techniques, économiques, des régulations, d'acceptation sociale, même effectivement la possibilité qu'il y ait d'autres technologies qui puissent devenir meilleures que ce que nous voulons proposer, même les risques qu'elles soient copiées, par exemple, comment la protéger, etc. Et avec ces mesures de correction ou de réduction du risque. Soit on peut essayer de le réduire, si on ne peut pas les réduire, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire sinon? Des voies alternatives, des schémas alternatifs. Et donc, qu'est-ce qu'il faut éviter dans ce cas? C'est de concentrer sur des données techniques en expliquant comment merveilleux est tout ça. Donc, si on va, oui, si c'est très sophistiqué, donc ça permet de faire tout ça. Mais par contre, il faut être toujours du côté de l'acheteur, de l'utilisateur. Quel est le bénéfice qui va être pour lui? Qu'est-ce qu'il va percevoir comme utile pour lui? Et bon, et toujours, pas être très vague et pas exagérer non plus. Ça va être une constante après. Et donc, très lié à... Pardon, j'ai touché quelque chose, je crois. Donc, très lié à est-ce qu'on veut explique quelle est la solution? Il faut expliquer très bien quel est l'impact dans ce cas conçu dans les termes, on pourrait dire microéconomiques, c'est-à-dire quels sont, ce que je viens de dire, quels sont les bénéfices que va percevoir le consommateur et par rapport, bien sûr, à son prix, à son coût. Et donc, il va falloir aussi les spécifier et les quantifier. C'est-à-dire, si on parle qu'il va, notre client va gagner plus d'argent grâce à nous, va épargner de l'argent parce qu'il va réduire ses coûts, s'il va augmenter son efficience, s'il va être plus content, tout simplement, si on parle de quelque chose, disons, pour les loisirs, si ça va réduire quelques risques, et quels vont être les effets, par exemple, pour la santé, peut-être pour l'environnement. Et voilà. Et donc, ce concept de l'impact, qu'on peut dire micro, c'est lié au marché au sens large après. Et donc, c'est par conséquent la base du plan d'affaires qu'on doit développer lors de notre projet de transition et dont on doit avoir déjà le brouillon qui était dans notre proposition. Et donc, si c'est possible, pour illustrer un peu, inclure des exemples concrets, imaginer un client qui adopte la solution, quelle serait effectivement pourquoi il serait content, qu'est-ce qu'il va gagner, etc. Des cas concrets pour que ce soit plus facile à imaginer par le jury. Et là, c'est peut-être ici ou un peu plus tard avec le marché, mais plutôt ici, si c'est le cas, quelle pourrait être aussi la contribution aux objectifs politiques de l'Union européenne en termes d'environnement, de santé, etc. Et voilà. Et donc, on passe déjà au point suivant.
Ah non, oui, pardon. Non, ne pas faire, éviter de se distraire avec des impacts insignifiants. C'est-à-dire, il faut se concentrer sur ce qui est vraiment important, parce qu'on n'aura pas trop de temps, toujours. Voilà. Donc, pardon, je passe. OK, le marché. Donc, une fois qu'on a identifié quels sont les avantages à niveau microéconomique, donc on va estimer qu'est-ce que ça veut dire à niveau macroéconomique. C'est-à-dire quel est vraiment de quoi on parle et quelle est la taille de tout ça. Et donc on peut faire ça d'une façon top-down, c'est-à-dire on peut dire le marché global, etc., blablabla, ça va être telle taille, et il est très important parce qu'on va pas pouvoir, entre guillemets, tout avaler d'un seul coup. Alors. Et donc, quelle est la partie par laquelle on va essayer de commencer? Qu'est-ce que le morceau qu'on va essayer de mordre, non? Et au contraire, on peut, une fois qu'on a identifié le côté unitaire, quel est le gain unitaire, et après, bon, on multiplie par le nombre d'unités qui sont les clients à peu près, et donc, et comme ça, on arrive que la taille totale du marché est autant. Et pour ça, comme ça, on verra que l'effort, entre guillemets, le coût de notre projet, les 2,5 millions d'euros, c'est quelque chose qui vaut la peine par rapport à l'ensemble de ce que auquel nous voulons nous adresser. Et pareil, il faut quantifier, bien sûr, il ne faut pas le dire dans ce cas. On parle déjà de nombres, de chiffres. Et bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, toujours quand on parle de chiffres, si c'est possible, essayer de les appuyer, de soutenir avec des sources publiques, si c'est possible, de prestige, pour renforcer notre crédibilité. Et pareil, en relation avec cela, il faut ajouter, si possible aussi, une stratégie d'entrée dans le marché qui soit crédible. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas s'adresser à l'ensemble, ça, personne ne le croira. Et donc, dans ce cas, il ne faut pas surestimer la part du marché qu'on peut atteindre dans une première phase. Et de la même façon, ne parler que du marché global en oubliant comment est-ce qu'on va entrer petit à petit. Et toujours, encore, ne pas être vague, ne pas exagérer. Et voilà, donc le modèle économique, c'est ça, le business model, c'est ça qui va être important aussi, qui est à sa fois basé sur le marché. Et donc, une façon, c'est de se dire effectivement, qu'est-ce qu'on a, on veut attaquer ça, mais comment on va le faire? C'est-à-dire, OK, ça c'est très bien, mais comment après est-ce que vous allez gagner de l'argent? Comment vous allez obtenir des revenus? Et comment vous envisagez de devenir rentable à un moment donné? Voilà. Et donc, il faut essayer de préciser quelles sont les structures, comment vous calculez les prix, bien sûr, en relation avec les coûts, les productions, et en fonction aussi, ça a été, je l'ai évoqué tout à l'heure, en relation avec, bien sûr, le prix, la propension, c'est-à-dire le prix que le client sera prêt à payer, quels sont les flux de revenus, comment on envisage que ça va grandir, et si on envisage à un moment donné avoir des sources additionnelles, à mesure qu'on grandisse, comment on peut avoir des économies d'échelle. Et bien sûr, là, ici, il faut faire mention sans doute à la propriété industrielle, pour pas éviter éviter le risque qu'effectivement quelqu'un puisse nous copier quand nous commençons à être connus, disons, avoir un peu de succès. Et il faut aussi penser quelles sont les ressources nécessaires pour mettre tout ça en œuvre. C'est-à-dire, est-ce qu'on pense qu'avec l'argent que nous allons avoir avec transition, ça va être suffisant, ou par contre, ce qui est le plus normal, il faut envisager, OK, donc une fois que ça commence à marcher, on démontre avec transition la technologie, qu'elle va se passer après? Comment on va monter à l'échelle? Est-ce que
d'où est-ce qu'on va avoir les ressources économiques nécessaires, financières? Est-ce qu'on va aller à l'accélérateur? Est-ce qu'on va... on a déjà dans notre partenariat envisagé de grosses entreprises qui sont prêtes à y investir. Tout ça, il faut qu'elles soient déjà là-dedans. Et toujours y avoir la perspective du client. Donc ça, effectivement, dans les choses à éviter, toujours ne pas compliquer le modèle avec des sources de revenus trop nombreuses. En général, oui, tout ce qui est sur la simplicité, si c'est possible, ça va, disons, montrer que c'est plus facile, plus atteignable, on pourrait dire. Et oui, donc ce que je viens de dire, ne perdre jamais la perspective du client. Voilà. Et donc, une fois qu'on a rassuré un peu le jury sur oui, qu'est-ce qu'on veut faire, quel est le problème que nous avons identifié, quel est le gâteau que nous voulons manger petit à petit, et comment on va le faire. Donc, la suivante question qui va se poser les jurys, c'est OK, mais est-ce que vous êtes les personnes adéquates pour ce faire? Et donc, quand on parle de l'équipe, c'est pas uniquement la personne, mais aussi l'équipe en sens large, c'est-à-dire les entités présentes dans le projet, soit monobénéficiaires, soit un petit consortium. Et donc, pour cela, donc, il faut démontrer quelle est la capacité de l'équipe pour mettre en œuvre, pour arriver à réussir la vision que nous avons montrée dans la première phase, dans l'introduction, et après dans la solution au problème, etc. Et donc, une façon de montrer cette capacité, c'est expliquer déjà quelles sont les réussites qu'on a déjà réalisées. Si on a déjà des contacts commerciaux, des lettres d'intérêt, ce que je commentais tout à l'heure, la présence d'entreprises, de grosses entreprises qui sont intéressées. Et bien sûr, la façon, et à part cela, c'est une chose ajoutée si possible, mais bien sûr, le plus important, c'est assurer que tous les rôles principaux sont déjà couverts, sont envisagés au moins. Et donc, il faut démontrer qu'on a une équipe qui est multidisciplinaire, qui couvre peut-être encore un peu de science, mais surtout les côtés technologiques, les côtés bien sûr de marché, commercial, et aussi de gestion d'un point de vue plus entrepreneur. Pas uniquement commercial, mais aussi il faut gérer tout ça, même le projet. Et donc, il faut effectivement voir comment les entités, mais les personnes pour les transitions sont importantes. On l'a vu déjà, vous l'aurez vu, les références qui ont été déjà demandées dans le formulaire des dépôts du projet. Donc, il faut effectivement voir quelles sont les capacités et les expériences de chaque membre et de quelle façon elles sont complémentaires. Et donc, on ne laisse pas des lacunes sans couvrir. Et si jamais on les a, il faudra les couvrir. Peut-être dire qu'on va le faire à travers de soutien externe, de consultants, de conseillers, etc. Et tout cela sera en relation avec, et il faudra justifier aussi la composition de l'équipe, et même dans le cas d'un consortium par exemple, ou d'un monobénéficiaire, justifier le nombre de partenaires. C'est-à-dire, il faut expliquer qu'ils ne sont pas trop, qu'ils ne sont pas peu. Même si la tendance serait plutôt expliquer qu'il n'y a pas trop de gens, mais en tout cas que tous les rôles sont couverts aussi. Et bon, quelque chose que dont on parlera un peu plus tard, mais on peut profiter maintenant pour dire, c'est que effectivement, ce que j'ai commenté au début d'expliquer quelles sont les réussites déjà réalisées, on va parler de cela un peu plus tard, mais ça aide à démontrer que pas uniquement disons la capacité théorique du projet, mais aussi le degré vraiment d'implication et de proactivité. Il ne faut pas, disons, dire non, écoutez, bon, on verra ce qui se passe avec le projet, on n'a rien fait encore parce que non. Il faut démontrer qu'on est vraiment des entrepreneurs et donc on va, et en plus, bon, le financement de transition, à la fin, c'est un moyen, mais c'est pas l'unique que nous avons
à envisager. C'est important aussi ne pas donner une image entre guillemets, de désespération. Ah non, qu'il faut toujours montrer une certaine maîtrise de la situation, qu'on fait ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire. Et donc, transition, c'est quelque chose qui est très important pour nous, mais qu'on sait peut faire si jamais on réussit pas. Et donc, des choses à éviter ici. Donc, pas essayer d'impressionner encore les jurys avec des CV très longs et très lourds, mais qui par contre n'ont pas du tout besoin, on n'a pas du tout de relation avec les besoins du projet. Et donc, il ne faut pas non plus cacher les lacunes, mais plutôt expliquer comment on va les couvrir, parce que normalement, les membres du jury ne sont pas idiots, et ils les trouveront, et en plus, ils auront reçu les résultats de l'évaluation, de la première phase de l'évaluation. Et donc, il ne faut pas non plus se focaliser sur les gros noms, les gros titres, c'est-à-dire le CEO, les CEOO, le CRO, les CFO, et plutôt expliquer personne par personne, s'il le faut, quelle est l'adéquation de son profil, de son expérience, son expertise par rapport au rôle qu'il va jouer dans le projet, soit recherche, soit commercial, soit financier, etc. Et bon, et donc, dans le même point, on peut ajouter la gestion du projet. Parce que c'est quelque chose qui est, par exemple, c'est ça le point que je disais, qui n'était pas prévu pour une présentation, disons, dirigée à des investisseurs par une entreprise existante, etc., pour un pitch plus habituel. Et donc là, ici, donc, il faut se concentrer plutôt, surtout sur les éléments de l'évaluation. Et un peu plus tard, on verra quels sont les éléments qui sont mentionnés spécifiquement dans le programme de travail sur lesquels les jurys doivent faire doivent prêter une attention spéciale. Et donc, en particulier, donc vous le savez déjà parce que vous avez fait le formulaire, le plan de travail, l'allocation des ressources humains et matériels, et aussi entre le paquet de travail, les work packages, et aussi entre les partenaires, les fonctions, dont on aura peut-être parlé aussi à l'occasion de parler de l'équipe. Très important, quels sont les jalons et les indicateurs clés des performances. Il faut qu'ils soient pertinents, il faut qu'ils soient clairs, comme tout le reste, qu'ils soient mesurables et, bien sûr, spécifier à quel moment ils sont attendus pour vraiment faire un suivi, un monitorage du projet. Et bien sûr, ils doivent être en relation avec les objectifs du projet. C'est-à-dire, les objectifs, s'ils sont bien faits, bien définis, ils doivent être mesurables, mesurés en fait. Et donc, les indicateurs, ce qu'ils devraient nous montrer, c'est dans quelle mesure et nous sommes capables d'avancer vers eux. On est en train de les accomplir petit à petit dans le calendrier envisagé. Et après, aussi assurer, c'est quelque chose dont on a déjà parlé, non, l'évaluation des risques de tout type. Et avec ces mesures de réduction d'un côté, de correction sinon. Et comme toujours, éviter de compliquer le système si c'est possible. Parce que ça, on va donner une idée d'avoir tout embrouillé. C'est pas très, très bon, ça. Et donc, finalement, finir avec une conclusion qui un peu semblable, comme j'ai dit à l'introduction, de semble que mais dans ce cas, on va résumer ce qui a été exposé d'une façon très brève et très directe, c'est-à-dire pourquoi nous sommes les meilleurs en fait, pourquoi notre projet doit être retenu, en évoquant sûrement les visions décrites au début, comment le monde va être merveilleux grâce à nous et grâce à notre projet. Et bien sûr, oui, ce que je viens de dire, les raisons pour lesquelles on mérite et aussi on a besoin, c'est-à-dire il faut pas, on va parler de ça un peu tout à l'heure aussi, mais il ne faut pas être trop humble et donc donner l'impression que oui, comme
On ne maîtrise pas vraiment les choses, on n'a pas la puissance, on n'a pas la connaissance, mais en même temps, on ne peut pas sembler trop confiant, etc., parce qu'il y aura peut-être les membres du jury qui peuvent se sentir un peu impressionnés, ou bon, pas impressionnés, mais gênés. Ça peut être très gênant pour eux. Et donc, bon, et à la fin, donc, bien sûr, se mettre à disposition du jury pour les questions, même si c'est un peu aussi, on peut considérer ça un peu traditionnel, mais bon, les classiques ne déçoivent jamais, en tout cas. Et bon, sur la forme, un peu de tout ça. On a dit que le contenu était plus important que la forme, mais la forme, elle est importante. Et donc, le langage, il faut qu'il soit spécifique d'un côté, et montrer qu'effectivement, on est des spécialistes dans la matière, mais pas incompréhensible. Il faut que les gens comprennent. Et donc, une autre possibilité, un autre message, un autre truc, bon, pas truc, c'est-à-dire une autre astuce, c'est vrai, j'essaie de ne pas faire des phrases trop longues qui soient difficiles à comprendre. À un moment donné, si on voit qu'on perd l'attention du jury, on peut s'arrêter un peu. Et donc, les gens vont se dire qu'est-ce qui se passe, non? Comme on faisait peut-être les maîtresses d'école. À un moment donné, quand il y avait des bruits dans la chambre, ce qu'ils faisaient, c'est baiser le ton. Donc, un peu pareil. Et donc, aussi, si c'est possible, s'il y a quelque chose qu'on puisse montrer de façon physique, visuelle, soit des images qu'on puisse mettre dans la présentation de tout court, les morceaux de vidéo, par exemple, etc., qui vraiment puissent montrer les résultats qu'on a déjà obtenus, illustrent là aussi la vision que nous avons. Voilà, donc, voyons là, je vais essayer de passer à la suivante. Donc, une fois, donc ça c'était, jusqu'à présent, on a parlé un peu en général, de qu'est-ce qu'on veut raconter. Donc, et bien maintenant, si on se centre dans quelques instants uniquement sur la présentation, le diaporama, donc le contenu, il doit être cohérent avec la proposition déposée. Et après, donc, on aura l'occasion d'élargir l'information que nous avions mis dans le projet et que peut-être nous avons amélioré pendant ce temps qui est passé. Des choses qu'on avait oubliées, on n'avait pas eu le temps, on n'avait pas l'occasion. Et donc, il faudra le faire lors des questions, quand on va répondre aux questions. Et c'était pour ça que je mentionnais au début, peut-être d'essayer certaines choses qui nous intéressent, que dans la proposition n'était pas parfaite et qu'on veut pouvoir élargir, amplifier ou quoi. On pourrait effectivement le laisser, ne pas le mentionner de façon intentionnelle dans la présentation pour que pendant les questions, avoir l'occasion d'effectivement montrer que bon, ça c'est pas exactement comme c'était dans la proposition. OK. Et donc, il est important aussi de voir la différence entre un document pour être lu, où il faut qu'il soit complètement compréhensible. Donc, il faut faire des textes complets, et un document qui est pour être présenté comme un PowerPoint, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, il faut qu'il soit plus schématique et donc pas charger les diapositives avec énormément de texte partout. Bon, vous verrez qu'on a réussi plus ou moins cette fois-ci. On n'est pas, je l'ai dit, des experts, mais bon. Et donc, quand on envoie un document pour être lu, même s'il faut qu'il soit plus complet, il faut faire aussi attention au nombre de pages qu'on envoie, parce que ça peut effrayer, décourager un peu les gens qui vont devoir le lire. Donc, il faut être capable de synthétiser en même temps. Après, dans les diaporamas, il faut faire attention à ne pas inclure des liens à des sites web ou des applications, des vidéos, pour essayer de démontrer quelque chose en temps réel. Parce que
rappelez-vous de la loi de Murphy. Ça, c'est possible que ça ne marche pas. Et on perd la connexion, le serveur ne marche pas, quoi que ce soit. Et donc, il est mieux de télécharger l'information et l'incruster dans la présentation, l'insérer, pour qu'elle soit visible offline. Et par rapport à la mise en forme, donc il ne faut pas oublier, même si c'est assez le parcours naturel, c'est d'aller de droite à gauche et après de haut en bas. Les points à souligner, c'est possible aussi de les mettre à la fin au lieu de début, en tant que titre, on pourrait dire. Mais dans ce cas, comme on est habitué à voir le plus important en haut, il faudra s'assurer que ce soit vraiment visible, le mettant un peu plus grand, un peu plus une autre couleur, quoi que ce soit. La taille est bonne de police. On dirait que ça serait bien qu'elle soit lisible sur un smartphone. Bon, ça serait un conseil plutôt pour les salles, donc quand c'est en présentiel plutôt. Maintenant, comme ça va être sur Internet, ça peut être, on peut faire des entraînements, disons, voir si ça se voit suffisamment bien ou pas, avec les propres collègues. Et voilà. Et donc, la page de garde, la couverture, on peut l'utiliser pour envoyer déjà le message principal qu'on veut transmettre, au lieu de mettre un titre plus conventionnel. Mais évidemment, il faut que ce soit en même temps une phrase courte. On ne peut pas mettre un titre de 3 à 4 lignes parce qu'on perd cet effet de vraiment envoyer le message. Pareil, avec les titres des diapositives, ils peuvent être aussi des messages importants qu'on veut faire passer. Et comme il faut aussi clarifier la structure, c'est quelque chose qu'on a dit tout à l'heure, on peut ajouter, si on veut, le chapitre dans lequel nous nous trouvons, l'ajouter un peu plus petit au-dessus. Par exemple, pour cela, sûrement, le design, la structure de la diapositive devrait être différente de celle que nous utilisons maintenant. Bien sûr, ici, on n'aurait pas la place pour mettre tout cela ici en haut et à droite, par exemple. Et après, les logos et tout. Donc, il faudrait changer le design. Et donc, une possibilité aussi, ça pourrait être aussi compliqué de construire le diaporama autour effectivement des messages clés, au lieu des chapitres un peu plus traditionnels comme j'ai proposé. Et après, bien sûr, une chose qu'on n'a pas fait dans cette présentation, mais qui serait intéressant, c'est surligner les messages les plus importants en gras. Et l'objectif pourrait être, donc si effectivement, si on est capable de lire uniquement les titres et ce qui est en gras, est-ce qu'avec ça, c'est déjà suffisant pour avoir une bonne idée de quel est le contenu du projet? Donc, la façon de s'exprimer. Cette section, je l'appelle, oui, ma non troppo. Vous savez que dans la musique, donc, les styles comment ça se joue, la musique classique, c'est allegro ma non troppo, mais pas trop. Donc, il faut toujours chercher l'équilibre. Et donc, ça va être comme ça tout le temps. Et donc, il faut montrer, effectivement, d'un côté, quelle est notre capacité et notre passion et l'implication même personnelle. On peut aussi, je le mentionnais, introduire quelques touches un peu émotionnelles, peut-être des expériences qu'on a vécues et qui expliquent pourquoi ça, c'est vraiment important pour moi, mais pas uniquement d'un point de vue professionnel, mais aussi personnel, parce qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé dans la vie, qui m'a changé la vie, et donc c'est pour ça que moi, j'ai vraiment suis impliqué sur cela. Et donc, il est important, bien sûr, de sourire, de transmettre une image positive et d'avoir un ton vif. Mais il ne faut pas que le ton soit trop vif. C'est-à-dire de sembler hyperactif ou aller trop vite de façon que les gens ne puissent pas comprendre non plus de quoi on parle. Il faut aussi prendre en compte que on va tous parler en anglais, mais
personne ne sera anglais, ou presque. Et donc, chacun aura son accent. Et donc, ça va être difficile de comprendre et de se faire comprendre, probablement. Parce que chacun, nous avons notre niveau d'anglais, etc. Après, donc, être convaincant, il faut essayer, de la mesure du possible, de regarder la caméra. Ce serait l'équivalent dans cette version online, de regarder à chacun des membres du jury, dans les yeux en plus, et pas regarder le sol comme ça, etc. Et démontrer la confiance que nous avons en le projet et en soi même. Mais encore pas trop pour ne pas être vraiment intrusif, si on veut dire, ou essayer de, je sais pas comment dire, mais que les gens se sentent pas à l'aise, les membres du jury. Oui. Donc, il faut essayer d'être original, unique, pour être rappelé, mais encore pas toujours, pas trop, je veux dire. On risque d'être trop original et donc d'un côté, on risque que les gens, donc on tombe un peu, se souviennent effectivement de la personne, mais pas du projet, du message qu'on veut envoyer. Et encore pire, on peut sembler des clowns et donc pas être pris au sérieux. Et après, une autre petite astuce, si vous voulez, c'est insister sur les messages principaux, c'est-à-dire les répéter, les redire plusieurs fois à différents moments de la présentation, et encore, mais pas trop, pour ne pas être redondant et encore pire, disons, déjà pénible directement. Tu as sauté une slide, Grégorio, mais il faut qu'on avance un peu plus vite. Comment, pardon? Tu as sauté ce slide-là de l'équipe. Ah oui, pardon. Donc, Il faut qu'on accélère un petit peu pour passer la parole à Fabrice. Ah ok, oui. Donc, sur l'équipe participant à l'entretien, donc les participants, ça a été déjà dit qu'il faut que ce soit le minimum nécessaire, maximum 5. Il faut présenter tous à un moment donné, même soit au début, soit au moment qu'ils vont parler, ça c'était déjà dit. Il faut en amont préparer la répartition de la parole, c'est-à-dire de la présentation, mais aussi après pendant les questions, en fonction normalement des capacités de communication, c'est-à-dire normalement celui qui est le plus sage n'est pas nécessairement celui qui est plus capable de communiquer ce qu'on veut dire, mais en tout cas oui, les connaissances de la matière sont clés parce que surtout dans la partie de répondre à des questions, et le rôle aussi ou l'importance dans l'équipe, c'est-à-dire il peut se trouver que le CEO, par exemple, il n'est pas très doué à parler, il a une très bonne tête, mais il n'est pas très doué à parler, donc il ne faut pas, peut-être qu'il fasse l'ensemble de la présentation, mais en tout cas, il va falloir que dans certains moments, il prenne la parole pour vraiment rassurer au jury sur son rôle, effectivement. Je crois qu'il faut prévenir, oui, dans la gestion des risques, il faut s'assurer que tout le monde, en tout cas, il y a eu de façon préalable un débriefing pour que les gens puissent être interchangeables au cas où il y a quelques problèmes, soit des manques de connexion, soit des maladies, pourquoi pas, quelqu'un qui finalement le jour J n'est pas disponible parce qu'il est malade, par exemple. Et donc, être capable de substituer quelqu'un qui manque. Et bien, il faut s'entraîner, donc répéter les transitions de parole des uns aux autres, à quel moment chacun intervient, etc. Aussi avec l'objectif de gagner du temps et bien profiter des 10 minutes. Et important aussi que les personnes qui ne sont pas envisagées de parler mais pendant qu'ils ne parlent pas, ils doivent rester focalisés. C'est-à-dire, il convient qu'ils regardent aussi la caméra, qu'à un moment donné, donc ils l'acquiescent avec la tête, etc. Voilà. Et donc, c'était à peu près tout sur la façon de faire les présentations, etc. Et donc maintenant, on passe
sur quelles pourraient être des questions qu'on puisse espérer ou attendre, à part de tout ce qu'on a déjà parlé, bien sûr. Et donc, d'un côté, donc il faut savoir, effectivement, je crois que Laurent l'a mentionné tout à l'heure, que les jurys ne refait pas l'évaluation, mais les questions, ils sont censés de poser des questions en relation avec les critères de l'évaluation et les points soulignés par les évaluateurs de la première phase. Et dans le programme de travail, il est spécifié sur la qualité de l'équipe, les éléments présents dans le plan d'affaires, c'est-à-dire le business plan, et en particulier le modèle économique, le business model. Et aussi les jalons et les indicateurs clés de performance qui indiquent le progrès du projet. Ça, Laurent en a déjà parlé. Et c'est envisageable, ce qui est écrit, que la partie d'affaires soit plus présente dans les questions que la partie strictement technologique, scientifique, parce que normalement, les gens qui viennent des projets de recherche, c'est le cas, si par exemple en Pathfinder, en ERC-POC, etc., donc ont moins d'expérience sur cela. Et voilà, donc il faut aussi faire très attention à la stratégie de protection de la propriété industrielle, ça on l'a commenté déjà, donc il ne faut pas la peine s'arrêter. Et donc, des points de vigilance à ajouter, peut-être ici, si tu veux, Laurent, comme je n'avais pas pu assister à cette présentation que tu avais fait l'EISMEA le 13 novembre, ça te va si c'est toi qui la commentes? Parce que ça a été ajouté en dernier moment. Oui, je vais commenter, mais très très rapidement, parce que je pense qu'il faut qu'on passe la parole à Fabrice Arms. Voilà, simplement un petit point de vigilance qui avait été souligné, c'est attention, capacité et capacité, qui sont deux termes intimement liés, et votre capacité peut limiter votre capabilité, hein. C'est pas parce que vous êtes capable de faire quelque chose que vous avez la capacité de le faire à une échelle plus importante, et selon l'intensité qui est demandée par le marché et par un projet européen. Donc bien attention à ça. Attention aussi à avoir des ressources stables et suffisantes pour mener toutes les tâches que vous estimez dans votre projet. Et surtout, si jamais vous êtes une entité qui participe à plusieurs projets, sachez que même si vous n'avez pas le même jury, alors je ne pense pas que ce soit le cas, mais on ne sait jamais, si vous n'avez pas le même jury, ce n'est pas pour autant qu'ils ne se tiennent pas au courant. Et donc, il faut pouvoir démontrer la capacité de le mener de front. Donc ça c'est vraiment des remarques qui sont du vécu de l'ISMEA. Voilà, donc ça, le reste, c'est assez bateau, on va dire. Et puis peut-être, voilà, peut-être je repasse la question rapidement, Grégorio, sachant on va peut-être aller très vite là-dessus pour pouvoir passer assez vite sur le témoignage de Fabrice. Ok, oui, bon, ici, c'est une partie effectivement de cette formation que j'avais reçue, que j'avais trouvée intéressante, et qui est, quand bon, d'un côté, il faut prévoir ça, on l'a dit, et définir en amont qui va répondre quoi, en fonction normalement de la matière. Et après ça, spécifiquement, comment répondre aux questions qui peuvent avoir une réponse longue et compliquée ou complexe. Et donc, c'est ce principe de la pyramide. Donc, il faut décomposer la réponse et la structurer. Donc, d'abord, dire quelles sont les possibles réponses, une partie de la réponse. Et donc, il y a trois choses dont on peut parler. Et donc, les mentionner, quels sont les trois points, et après, demander sur lesquels des trois, ou les 5, ou quoi que ce soit, les jurys est vraiment intéressés. Comme ça, on ne perd pas le temps avec des choses qui ne sont pas d'intérêt pour les jurys, et aller directement à la partie qui intéresse. Voilà. Suivante. Ok, et donc, comment il ne faut pas? Donc, des choses carrément à éviter. Donc, se couper la parole mutuellement, c'est-à-dire que quelqu'un répond et après l'autre interrompt pour vous dire non, non, c'est pas comme ça. Mais compléter constamment les réponses de l'autre. Ah oui, et en plus, il faut ajouter que De temps en temps, on peut le faire, mais pas trop. C'est encore le ma non troppo. Pas trop. Sembler désorienté ou ignorant. Si on pose des questions qu'on ne sait pas, on ne peut pas sembler surpris. Donc, des alternatives. C'est assez important. Soit avouer ne pas connaître la réponse,
Ça, à un moment donné, peut accroître la crédibilité parce qu'effectivement, on ne connaît pas tout. Mais évidemment, aussi, dans ce cas, cette astuce, on ne peut pas l'utiliser tout le temps. C'est-à-dire parce que c'est à la troisième fois qu'on ne connaît pas une réponse, c'est carrément, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut pas, surtout, ce sont des questions très liées au cœur du projet, les chiffres etc. Et après, bon, ce sont des choses vraiment compliquées qui peut-être vous n'êtes pas censé les connaître. Vous pouvez toujours dire, ok, bon, je n'ai pas eu l'occasion de réfléchir sur ce sujet, mais par contre, ce que je pense, c'est que bon, ça pourrait être comme ça, blablabla. Bla, 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 bla. Et donc, la dernière chose à éviter, c'est se disputer avec un membre du jury parce qu'on n'est pas d'accord. Et donc, ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est par contre, donc, bien sûr, rester calme, ça c'est clair, on ne va pas l'insulter, mais par contre expliquer comment on est arrivé à cette conclusion qui est différente de celle du membre du jury. Et comme ça, donc, elle peut peut-être changer d'avis à vous dire, ah, bon, il a raison, etc. Et donc, comme ça encore augmenterait notre crédibilité. Et voilà. Et pour finir, donc, s'assurer donc des choses très très bêtes. Il faut prévoir s'il y a des coupures de connexion ou d'électricité, et donc s'assurer aussi d'avoir des bons appareils audio, de son, etc. pour éviter des problèmes le jour J, d'une façon très très simple. Et bon, c'était tout, je crois, non? Qu'est-ce qui reste derrière? Voilà. Et donc maintenant, on passe la parole à Fabrice, à qui on a déjà remercié, mais on remercie encore pour sa disponibilité. Merci Fabrice d'être avec nous. On vous laisse tout de suite la parole, juste pour vous introduire très rapidement. Vous êtes coordinateur scientifique, si je ne m'abuse pas, à Imagine Optique, qui est une start-up deep tech très innovante à Paris Sud. Tout à fait. Et vous êtes coordinateur. N'hésitez pas, si vous voulez allumer votre caméra. C'est fait. C'est fait. Ah, pardon, je ne vous vois pas. Pardon, excusez-moi. Et du coup, voilà, vous avez été lauréat l'année dernière avec le projet AOScopy. Donc, c'est sur la vous allez le raconter sans doute sur la microscopie adaptive Voilà, optique, oui. avec l'optique adaptive. Voilà, bienvenue et encore merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais commencer déjà brièvement par vous remercier, puisque j'ai bénéficié effectivement de formations par le PCN, donc en particulier Laurent et Chiara, puisque je ne crois pas avoir eu affaire à Grégorio les années précédentes. Et donc, étant donné qu'on a été lauréat, on peut considérer que ces formations ont été bénéfiques. Voilà. Et je peux aussi constater, en particulier via cette présentation que vous venez de faire, que la qualité même de votre accompagnement et des présentations s'améliore d'année en année. Et je ne peux que conseiller à toutes les personnes présentes d'utiliser la présentation et les slides qui ont été proposés ici comme un très bon outil de travail, en particulier pour construire la présentation. Voilà. Donc, juste peut-être en préambule, donc l'idée, si j'ai bien compris, était de donner notre expérience. Donc, c'est une expérience, ce qui ne veut pas dire qu'il faut généraliser ce qui s'est passé pour nous forcément à l'ensemble de vos cas et de vos projets. Voilà. Donc, en toute honnêteté, je vais un petit peu partager ce qu'on a vécu. Donc, effectivement, on est une entreprise qui travaille principalement en optique. En particulier sur des sujets deep tech comme l'optique adaptative, et on a soumis un projet, donc Aoscopy, dont le but était de construire et développer une nouvelle génération de microscopes multiphotoniques à destination des sciences de la vie. Alors, quelques éléments de contexte peut-être par rapport à notre histoire de soumission. Donc, nous avons été lauréats au bout de la 3e soumission. Voilà, on a soumis le dossier 3 fois. Donc, il faut possiblement pour les gens qui ne vont pas être lauréats cette année, ne pas se décourager et voir ça comme un process qui permet au projet lui-même de maturer et de s'améliorer. Et il faut bien prendre en compte les remarques que vous aurez pu avoir via le résultat de l'ESR, ce qu'on a fait
Et beaucoup de ces remarques et des évaluations étaient des choses qui ont permis au projet de progresser, très clairement. Donc, une première soumission pour laquelle on a eu une première expérience d'interview, mais sur laquelle on a échoué. Une deuxième soumission 6 mois après, pour laquelle on n'a pas été retenu à l'interview. Donc voilà, hein, il est clair que c'est un concours et les compteurs sont à zéro à chaque fois. Hein. C'est pas parce qu'un projet a été sélectionné la première fois qu'il va l'être automatiquement la deuxième, hein, puisqu'il y a d'autres dossiers qui peuvent vous passer devant. Et puis une troisième soumission, alors avec un petit changement en l'occurrence, puisque le format des projets était passé, en tout cas la gestion des projets était passée en mode lump sum, ce qui induit un certain nombre de modifications dans la construction, en particulier du plan du projet. Donc il a fallu revoir un certain nombre de choses et là, effectivement, une deuxième expérience à l'interview. Et celle-ci, on va dire, avec succès. Alors, donc, je vais essayer de partager peut-être quelques éléments qui vont au-delà de ce que vous avez pu présenter ici. Alors, peut-être certaines choses vont se répéter, mais en tout cas, votre présentation était très exhaustive, je trouve, d'un point de vue des conseils et des recommandations. Euh, alors, euh, bon, je dirais de manière générale peut-être quelques éléments sur le pitch deck, hein, sur les slides que vous allez, si j'ai bien compris, devoir soumettre à la fin de l'année. Puisque nous, on a eu à le faire 2 fois et très clairement, on a vraiment eu l'impression de s'améliorer la seconde fois sur la base de l'expérience qu'on a eue la première fois. En particulier, étant des gens plutôt techniques, on avait eu une certaine tendance à en mettre trop d'un point de vue de la technique et de la technologie la première fois, en mettre trop tout court dans les différentes slides. Et donc le gros travail qu'on a pu faire la deuxième fois a été de simplifier, vraiment simplifier, moins d'idées par planche, les idées principales et de manière très directe. Et en particulier, comme il a été mentionné, en évitant de rentrer trop dans les détails et en particulier dans les détails techniques. Donc voilà, c'est toujours difficile de savoir si c'est ce qui a fait la différence, mais on a vraiment eu l'impression de progresser de ce point de vue-là. Et un autre conseil que je pourrais éventuellement donner et qui correspond à notre expérience, c'est d'avoir ces planches prêtes le plus tôt possible. Donc là, il me semble que vous devez soumettre bientôt. Euh, mais pour pouvoir justement se concentrer sur la phase de l'interview, donc d'avoir des planches avec les messages principaux, euh, sans rentrer dans les détails, ce qui laisse de la place derrière à l'oral pour pouvoir aller dans le détail, éventuellement même dans les questions. Mais parce qu'après, bah voilà, il y a 2 semaines pendant lesquelles il va falloir s'entraîner à l'interview et de toute façon, les planches ne sont plus modifiables. Hein. Donc, l'idée, c'est vraiment de rester sur les messages clés et vous aurez tout le loisir à l'oral et au travers des questions de pouvoir développer ces messages clés. Et l'idée de ça aussi était de dire que ce qui a probablement pu faire la différence dans notre cas, euh, c'est que la deuxième fois, on a vraiment fait un énorme travail entre le rendu de la présentation et l'interview, donc 2 semaines après de mémoire, de répétition, 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 répétition et encore répétition de l'interview, et en particulier en essayant de trouver des gens susceptibles de vous faire répéter avec des profils très différents. Profils, c'est-à-dire des profils de gens plutôt techniques, des profils de personnes plutôt business, plutôt typées innovation, euh, qui connaissent déjà plus ou moins votre projet, qui ne connaissent pas du tout votre projet, mais de vraiment multiplier les profils de personnes susceptibles de vous faire répéter à l'interview et surtout qui vont vous poser des questions de nature très différente. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup plus travaillé la deuxième fois que la première, avec un accent mis sur le fait bah, justement, en faisant ces répétitions, à la fois en imaginant nous-mêmes un certain nombre de questions qu'on allait pouvoir nous poser, et en notant toutes les questions que ces différentes personnes ont pu nous poser, de se constituer une base de questions à laquelle on prépare des réponses. Parce que très clairement, dans la phase de l'interview, en tout cas nous, c'est ce qu'on a ressenti,
C'est pareil, de la même manière que les slides doivent être concises et aller à l'essentiel de la réponse, il a été clairement attendu, on l'a bien ressenti la première fois, et donc on a fait l'effort la deuxième fois, que les réponses doivent être de même nature. Une question, il faut directement être capable de fournir le point clé de la réponse, quitte à marquer une petite pause pour rassembler ses esprits avant de donner la réponse, mais ne pas partir dans des phrases à rallonge et dans des digressions liées à la question. Hein, on a hélas pu le faire lors de la première interview, on s'est fait couper, etc. Donc on a bien senti que c'était quelque chose qui était attendu par l'exercice. Un petit conseil aussi sur le timing. Il est attendu que vous respectiez le timing de 10 minutes. C'est pareil, la première fois, on a un petit peu dépassé. On a eu une petite remarque là-dessus. Et voilà, donc la deuxième fois, pour le coup, on a très bien respecté le timing et on nous en a remercié. Donc il est possible que ça joue un tout petit rôle dans la considération de la qualité de l'interview elle-même. Alors un point aussi très important, comme je le disais, entre notre première expérience et notre deuxième expérience, la première fois, on était un petit peu nouveau dans le process, probablement comme un certain nombre d'entre vous. C'était difficile de savoir à quel point l'interview et en particulier les questions allaient plutôt pencher du côté technologique ou allaient plutôt pencher du côté business. Notre propre expérience a l'air de nous dire que il vaut mieux pencher un petit peu plus du côté business. Parce que les deux interviews et les deux jurys auxquels on a eu affaire, je dirais, entre les 3/4, voire plus des questions, ont porté clairement sur l'aspect business, sur l'aspect marché, sur l'aspect business model, beaucoup plus que sur l'aspect technologique et sur l'aspect différenciation par rapport à l'état de l'art, qui finalement est quelque chose qui, en tout cas c'est ce qu'on a eu l'impression de ressentir, avait déjà été évalué plutôt par les reviewers externes sur le dossier écrit. Donc, on s'est beaucoup plus, sur la base de notre première expérience d'interview, préparé et on a beaucoup plus insisté à la fois dans les slides et aussi dans la préparation au niveau des questions sur l'aspect business que sur l'aspect technologique qui souvent est la chose la plus maîtrisée par les gens et par le consortium. Et c'est aussi probablement quelque chose qui a fait la différence. Alors, voilà, considérez peut-être que les experts que vous verrez au jury n'ont pas lu votre proposition complètement. Ce sera probablement le cas. En tout cas, c'est le ressenti qu'on a eu. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont avoir probablement regardé vos slides, regardé les évaluations des experts. Je pense qu'ils y ont accès. En tout cas, on a eu ce ressenti puisqu'on a retrouvé, en ayant ensuite récupéré les évaluations, un certain nombre de questions qui étaient présentes et que nous ont posées certains membres du jury. D'où la nécessité d'être vraiment clair et aller directement à l'essentiel. Voilà. Je veux dire de plus, je reprends quelques notes. Oui, donc simplifier, pencher vraiment sur le côté business. Alors, nous, on était dans un cas un petit peu particulier puisque ce projet, on était monopartenaire. Donc, on n'a pas du tout eu à se poser de questions ou à gérer cette notion de gestion d'un consortium, de répartition des rôles entre différents partenaires. Voilà. Par contre, on avait clairement, comme ça a été mentionné, préparé à l'avance pour l'interview la distribution de la répartition de la parole on était 3 personnes à être présents au cours de l'interview. Donc une personne qui a présenté et puis ensuite on s'est réparti les rôles par thématique, par expertise au niveau des questions qu'on avait pu préparer sur des aspects plutôt techniques, sur des aspects plutôt business, des aspects plutôt marché, etc. Et donc ça a permis de bien fluidifier les réponses, de ne pas avoir d'hésitation sur qui répond à quoi, etc. Là-dessus, on avait fait un gros effort. Très bien, donc voilà, je ne sais pas à quel point je peux rajouter d'autres choses, ou peut-être qu'il y a un Non, petit je peu de pense, temps pour des oui, questions spécifiques, je serais ravi oui, de oui, oui. répondre. Je pense qu'avec les questions, on pourra sans doute développer des points que vous avez abordés.
Donc, n'hésitez pas, comme ça a été dit à l'introduction, à lever votre main pour intervenir. Le temps que voilà, ça se lance, je reprends une question qui a été posée sur le chat par Alexis Jonville, qui demandait, est-ce que si nous montrons trop d'options de financement, tout à l'heure, je crois que Gregorio parlait du fait de développer un peu les financements complémentaires qu'on peut mobiliser pour réaliser le projet proposé. Est-ce que si nous montrons trop d'options de financement, on prend le risque que le jury se dise que ce n'est pas si grave si on n'a pas le IC, puisqu'on a d'autres moyens de se financer? Peut-être, Fabrice, vous avez eu, je crois que dans votre pitch de l'année dernière, vous aviez abordé ce point et je crois que sans doute, Laurent ou moi, par exemple, lors de l'oral, on vous avait posé la question du financement complémentaire ou la question typique qui peut se poser et si vous n'avez pas le IC transition, est-ce que c'est une question qui s'est posée à l'oral et voilà, comment vous avez abordé ce Très point? clairement. Très clairement, donc on a répondu de manière très honnête, hein, c'est-à-dire que sans ce financement, on n'allait pas arrêter le projet, hein, c'est-à-dire qu'on allait, disons, se mettre en recherche d'autres types de financement, mais qui nécessairement prendraient du temps, seraient de moindre ampleur. Donc en gros, la réponse était ça va ralentir le projet, mais ça ne va pas l'arrêter. Mais très clairement, ça va ralentir l'avancement potentiel de cette technologie et du business associé. Donc, Alexis. Oui, bah en fait, juste pour rebondir sur la question que j'avais posée, nous dans notre cas, notamment là, on est en train de assez bien progresser sur une levée de fonds et on est en train de s'approcher d'une term sheet et tout ça. Et donc du coup, la question c'est comment aborder ce sujet-là? C'est bon. Est-ce que ça peut être un point fort du projet qui peut montrer, bah voilà, le projet est sur des bons rails, il arrive à récupérer aussi potentiellement de faire une levée de fonds privés et tout ça. Est-ce que du coup c'est un plus ou est-ce que ça peut être un moins, quoi? Bon, après, bon, Fabrice donnera, je me dis, son avis, mais de mon point de vue, c'est toujours chercher l'équilibre, non, c'est-à-dire, il faut chercher l'équilibre entre, effectivement, démontrer une proactivité, une expérience, et disons, oui, une forteresse, si vous voulez, mais en même temps, effectivement, ne pas donner l'impression qu'on méprise le transition. Au Parce contraire, que expliquer pourquoi vous tenez à ce financement. Il est prestigieux, ça vous donne accès à des formations complémentaires, les Business Acceleration Services, tout ce que le IC peut vous fournir, enfin toutes les raisons pour lesquelles ce financement prestigieux vous tient à cœur et est oui, important pour le développement de votre projet. oui, je crois que disons, ce qu'il vient d'expliquer Fabrice me semble parfait, Mm. dans le sens, OK, donc on ne va pas arrêter. Donc le projet, il est important pour nous. Nous allons continuer avec, mais effectivement, mais évidemment, si on n'a pas ce financement, ça va être un problème à ajouter à son développement. Et alors, Ouais, oui, allez-y, allez-y. Fabrice. Non, 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 allez-y, allez-y. j'allais rebondir parce que ça peut éventuellement être lié à une question qu'on n'a pas eue, nous, à l'oral, mais pendant la répétition qu'on a eue, qui est, bon, bah voilà, vous nous présentez un plan, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour aller plus vite ou Ok. viser des ambitions plus grandes? Et finalement, voilà, une réponse possible serait de dire, bah, voilà, on veut encore aller plus loin, on est dans ce process de levée de fonds, hein, privé, mais finalement, le projet lycée pourrait être une manière complémentaire d'aller encore plus loin, d'aller encore plus vite, etc., et d'être prêt à développer sur ce point-là. Ok. Ouais, bah Ouais, c'est l'idée. je suis tout à fait d'avis de ce que viennent de dire Fabrice et mes collègues. Au contraire, j'aurais même tendance à penser que le fait que vous ayez une levée de fonds en cours, ça peut à la fois permettre de répondre à la question, comme Fabrice l'a fait, bah, si vous n'avez pas le IC, vous faites quoi? Et en même temps, c'est un gage de crédibilité sur le côté business, qui, dès le transition, est quand même... à la fois, c'est quelque chose qui serait quasiment exigé
si vous postuliez à l'accélérateur. Sur le transition, ça ne l'est pas, mais ça ne peut être que positif. Et donc, Ok. à vous de montrer que nous, le transition, nous, on va se servir de la subvention pour accélérer peut-être la mise au point ou de la technologie, sa montée en TRL, etc. Et en même temps, la levée de fonds, elle va nous permettre d'aller explorer le business, d'aller peut-être nous recruter une personne qui nous manque, ou des choses comme ça. Ok, merci Alors, beaucoup. Et juste, je me permets de poser une question sur Parce que mon ordinateur s'est déconnecté quand vous en parlez, mais j'avais posé la question dans le chat à propos des différences du coup entre le document qu'on envoie et le document qu'on présente. Donc du coup, déjà, on envoie un PDF, mais nous, on peut présenter un PPT, donc avec éventuellement des transitions, des choses du genre. Et juste pour revenir sur la question des slides annexes en soutien pour la réponse aux questions, du coup, les slides annexes, il faudrait pas qu'elles soient dans le document envoyé, mais on peut en avoir dans notre PPT au cas où pendant les questions, on peut dire ah bah justement j'ai une slide qui explique ça très bien par exemple. Alors, j'aimerais bien voir l'avis de Fabrice là-dessus parce que j'ai répondu dans le chat, mais vous l'avez peut-être pas vu si vous êtes déconnecté par accident. C'est possible. Alors, surtout ne les envoyez pas. Ok. C'est possible de les avoir, mais je pense que le temps vous manquera d'aller rechercher ces slides annexes. Alors, enfin, moi, c'est exactement ce que j'allais dire. Nous, on avait quelques petites slides annexes prévues au cas où, mais comme il a été dit dans la présentation, les questions, elles fusent tellement vite Ok. et l'attendu est d'avoir des réponses assez courtes que une slide peut éventuellement être sortie comme ça quand vraiment la question colle directement à la slide et vous avez tout de suite en tête où est-ce qu'elle est et elle va servir à montrer une courbe, quelques éléments, quelques résultats, je ne sais quoi, qui vont permettre d'appuyer une réponse très courte. Mais notre cas, en tout cas dans notre cas, on a clairement, oui, on n'a pas eu ce cas-là et donc on a préféré ne pas sortir de slide du chapeau. Hein, ça prenait trop Ok, de très temps et clair. ça pouvait desservir le discours et la rapidité de la question. En tout cas, pour celles que vous allez envoyer au jury vendredi, ne gardez que les 10 que vous projetterez. Ok. Ok, donc on a Gordana qui veut intervenir aussi. Est-ce que vous m'attendez? Oui, Oui. Je voulais juste ajouter une réflexion pour la question d'Alexis, si c'est pertinent, parce que je ne connais pas si c'est un monobeneficiary ou multi-beneficiary. Au cas où, si ce n'est pas un monobeneficiary, si c'est un multi-beneficiary, vous pouvez ajouter aussi ça comme des arguments s'il y a une collaboration avec d'autres équipes pour développer ce que vous êtes en train de développer. Ça va en plus de levée de fonds. La collaboration elle-même justifie ce financement ou crédibilise ce financement par la EIC Transition. Si c'est le cas, si c'est monobeneficiary, ce n'est pas pertinent. Non, nous c'est mollo, mais merci. Ouais, Enfin, non, du coup, merci juste, pour la oui. réflexion. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions, considérations, questions, étonnements? s'il n'y en a pas, moi j'aurais bien une question à proposer, Oui. à proposer aussi à Fabrice. Est-ce que vous pouvez nous, si vous vous rappelez, nous indiquer un peu quels membres de jury vous avez eu? Alors, au-delà des membres qui vous ont bombardé de questions, est-ce que vous avez également eu un programme manager, puisque je crois que sur votre sujet de l'optique, il y a un programme manager qui est plus ou moins sur ces sujets-là. Est-ce que vous avez eu un programme manager qui était là et qui vous a posé des questions en fin? Voilà. Et est-ce que vous validez un peu ce que comment dirais-je aussi ce qu'on a pu dire par rapport à la forme plus que, enfin par rapport, oui, à la forme plus que le fond. Alors, donc sur la première question, non. Dans notre cas, nous avions uniquement 6 membres de jury. Donc, s'il y avait un programme manager, il s'est bien caché et bien caché de poser une quelconque question. Avec des profils, la première fois, il y avait un ou deux profils un petit peu techniques. La seconde fois, uniquement des profils business ou des profils liés à vraiment des spécialistes de l'innovation. Voilà. Sur la forme, moi, enfin,
par rapport à notre expérience, hein, encore une fois, je valide tout à fait ce que vous avez pu recommander dans vos slides. J'appuie tout à fait ça. En tout cas, je dirais que notre présentation, la deuxième fois qu'on avait beaucoup retravaillé, a vraiment suivi les conseils que vous avez donnés là. Et voilà, il semble que ça ait bénéficié, en tout cas, probablement participé au fait qu'on a pu être lauréat. Alors, j'aurais bien ajouté une petite chose qui est là uniquement du ressenti et qui va peut-être un tout petit peu à l'encontre de ce que vous avez dit. Donc, c'est peut-être qu'un ressenti. On a eu l'impression, entre la deuxième interview et la première, on a eu ce sentiment que quelque part, une partie de l'évaluation était déjà faite avant l'interview. On a vu une grande corrélation entre, je dirais, le niveau de critique et de questions, et même au niveau de la note reçue dans le SR, et je dirais un ressenti de la part du jury de défiance plus important la première fois où il y avait plus de critiques dans l'évaluation qui avait été faite sur le dossier écrit et moins importante dans le deuxième cas où on avait une note plus importante et beaucoup moins de critiques réalisées. Donc on a eu un petit sentiment que finalement voilà, le ranking du projet était présent au départ de l'interview et jouait un rôle et que finalement ben, il allait falloir pendant l'interview ramer beaucoup plus pour remonter des places la première fois que la deuxième. Mais encore une fois, ça n'est qu'un ressenti avec Alors, notre expérience propre. je pense que vous avez tout à fait raison et merci de le souligner. Et je pense que je me suis mal exprimé. En fait, quand j'ai dit que votre évaluation repartait à zéro, c'est faux. Oui, c'est une vue de l'esprit. C'est qu'en fait, vous avez dit le mot, vous êtes défié, on vous défie, mais on va vous défier plus ou moins selon l'appréciation que peut avoir le jury déjà de la première phase. Ce que je voulais dire en revanche, c'est que c'est pas parce que vous êtes le meilleur noté qu'on va vous défier quand même et que si vous vous plantez sur les défis qu'on va vous poser, vous êtes susceptible de ne pas passer. Et qu'à l'inverse, si vous avez beaucoup de défis devant vous parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été levées, vous êtes le 87e par exemple, si vous êtes convaincant, ben, c'est pas parce que vous êtes le 87e que vous allez le rester. Vous pouvez très bien sauter de 40 places et vous retrouver ou de 50 places et de vous retrouver dans les 40 qui vont être financées. Voilà, vous avez raison de l'avoir formulé ainsi. Merci de me donner l'occasion de me corriger un peu. C'est ce que je voulais dire en fait, c'est que quand je dis on repart à zéro, c'est pas qu'on repart complètement à zéro, mais c'est pas parce que vous êtes le dernier noté que vous n'avez pas de chance de sauter tous les autres et inversement de chuter si vous êtes dans les mieux notés. D'où l'oral est vraiment fait pour vérifier au travers de défiance. Il y a un point que je voulais ajouter, si vous me permettez, sous le contrôle de mes deux collègues. Nous avons en effet remarqué, et d'ailleurs ça rebondit sur votre dernier propos, nous avons remarqué une légère tendance à ce que les jurys aillent plus sur des questions business que technologiques. Oui, C'est une clairement. remarque que nous avons distillée, diffusée au travers de ce type d'événement dans les années 2022-23. Et en 24, on a eu, alors 24, préparation de 24, hein, ou c'est peut-être 23, enfin c'était un témoignage de 23, on a eu deux cas contraires. Et en fait, je pense, après avoir fait un peu un benchmark nous-mêmes des différents lauréats, ça dépend, et vous l'avez tout à fait cité dans le bon sens, Fabrice, ça dépend où est le défi. C'est-à-dire que si votre projet technologiquement, on sait qu'il tient la route. Les évaluateurs technologiques l'ont montré à l'écrit. Il n'y a rien à prouver là-dessus. Mais on va vous chercher sur votre capacité à atteindre le marché. Par contre, si on sent qu'il y a peut-être un point sur lequel le marché vous semblait à peu près, peut-être pas le maîtriser, mais être assez clair sur comment vous comptez l'atteindre, mais qu'à l'inverse, on n'est pas bien sûr de comment votre technologie elle fonctionne, il se peut, enfin on a eu par le passé
même si la tendance est vraie, était à plutôt vous cuisiner, si vous me permettez le terme, sur la partie business, on a eu par le passé des lauréats qui ont été cuisinés sur la partie technologique aussi. Donc c'est une tendance, mais qui s'explique aussi par comment vous avez réussi à, les uns ou les autres, à convaincre le jury. Et c'est vrai qu'en général, on convainc plus sur la partie technologique, mais pas toujours. Et je crois que Zied a une question pour vous, Oui, Fabrice. je voulais Zied, juste ajouter une chose par rapport à ça, un complément de ce qui a été dit aussi tout à l'heure par Fabrice. Ne pas dépasser les 10 minutes de présentation, qui est déjà beaucoup par rapport au temps total que vous allez passer avec le jury, permet au jury d'avoir le temps de vous poser toutes les questions qu'ils souhaitent. Et ils ont besoin de vous poser toutes ces questions pour satisfaire et avoir tous les éléments de bien vous évaluer. Si vous ne leur donnez pas de temps, en dépassant avec le temps de présentation, en ayant des réponses trop longues, ils sortiront de l'entretien avec vous insatisfaits, ils n'auront pas tous les éléments nécessaires pour bien vous évaluer et ça ne va pas vous porter de bénéfice. Et donc, voilà, soyez synthétique aussi bien dans votre présentation que dans les réponses. Et Zied, effectivement, demandait à Fabrice un conseil pratique, on va dire. Est-ce qu'il vaut mieux que les membres de l'équipe ou consortium qui participent à l'oral soient ensemble dans la même salle pendant l'oral? Alors, donc dans notre cas, on est bénéficiaire, donc toutes les personnes présentes à l'oral étaient effectivement dans le même bâtiment. On avait fait le choix, nous, de se mettre chacun dans une salle séparée, justement pour éviter, encore une fois, pour être focalisé sur le meeting, focalisé sur regarder les interlocuteurs et éviter les coups d'œil enfin voilà, donner vraiment le sentiment que chacun savait où était sa place, chacun avait son rôle, que les choses étaient clairement partagées entre tous, qu'il n'y avait pas besoin spécifiquement d'avoir des coups d'œil ou une conversation parallèle entre nous, quand bien même elle passait par le body language en dehors de ce meeting, et pour ne pas être perturbé, pour rester complètement concentré sur l'interview. Donc voilà, c'est notre expérience, on a fait ce choix-là. C'est difficile pour moi de vous recommander un choix plutôt qu'un autre, hein. C'est vraiment en fonction voilà, peut-être des répétitions. À la limite, c'est peut-être quelque chose à faire, de répéter dans les deux cas et de voir comment ça est perçu par les gens qui vont vous faire répéter. Je me permets un point technique parce que du coup, quand on est dans la même salle, soit on a un système de vidéoconférence qui permet de voir tout le monde dans la même salle, mais qui permet du coup d'avoir un seul son, un micro qui permettent de capter. Parfois, on a une caméra avec une vue large, etc. Cela a un inconvénient. Le jury ne va pas voir votre visage. Vous n'allez pas être, on va dire, à plan sur les épaules, sur votre visage. On va voir une table avec 3, 4, 5 personnes disséminées. Par contre, si vous décidez d'être dans la même salle, mais chacun avec son ordi, sa caméra, son micro, il y a des risques d'interférence dans l'audio. Et du coup, ça peut techniquement être un peu compliqué d'être dans la même salle. J'y vois personnellement plus d'inconvénients que d'avantages, comme l'a expliqué Fabrice. Oui, et puis pour répondre à une question qui a été posée juste après, effectivement, on avait fait ce même choix à chaque audition, et j'ajouterais même qu'on avait aussi fait le choix d'avoir au moins une des 3 personnes qui participaient, qui n'était même pas dans l'entreprise, qui était chez elle, pour sécuriser au moins, enfin, en cas de coupure de connexion, qu'il y ait au moins une personne qui soit capable de continuer à présenter, à garder la main, etc. Alexis, vous avez levé la main, allez-y. Oui, c'est à propos de la répartition de parole. Nous, on voulait, pour éviter qu'il y ait des couacs de transfert de parole, il y a toujours un peu de perte de temps, et comme 10 minutes, c'est très serré, on veut pas. Et du coup, on voulait venir à 3 à l'oral, mais qu'il n'y ait qu'une seule personne qui fasse l'intégralité des 10 minutes de pitch et 2 autres qui soient là pour les questions-réponses. Mais comme ça, au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de transition de parole, de choses qui nous font perdre du temps et de la concentration. Alors c'est C'est exactement ça. ce qu'on a fait dans notre cas, hein. OK. On a Et vu aussi merci. le faire souvent.
Oui, c'est vrai qu'au niveau des 10 minutes de présentation, ça permet d'être extrêmement fluide et d'éviter comme ça des saccades, des petites hésitations, voilà, des petites transitions, des petits blancs. En Euh, tout cas, ce n'est pas et- là qu'on démontre oui, l'esprit d'équipe. Enfin, en se passant la exactement. parole sur les 10 minutes. Ok, merci beaucoup. Par contre, quelque chose que Grégorio a dit sur lequel on ne peut que insister, c'est ne vous coupez, enfin ne vous contredisez pas et ne surenchérissez pas. Parce qu'on avait déjà vu, on a vu, nous, des répétitions orales à blanc l'année dernière ou il y a 2 ans avec, alors, je ne sais plus si c'était le CEO ou le coordinateur qui, chaque fois, rajoutait un petit grain de sel sur ce qu'avait répondu un de ses collaborateurs ou partenaires. Et ça, faut éviter, ils n'aiment pas. Donc, à moins que ce soit, enfin, voilà, s'il y a vraiment, il y en a un qui a sorti une connerie à un moment, ben, tant pis. Ou alors essayer de la rattraper d'une autre manière sur une autre question, mais voilà. Mhm. Bon. On a d'autres Dernière question, questions? peut-être? Dernier commentaire? Pile à 16 heures. Mhm. C'est super. Alors moi, j'avais une petite question. Oui. Ce rapport de l'OEB, c'est quelque chose de nouveau à ma connaissance de cette année ou... Ils l'ont eu l'année dernière aussi Ouais. pour vous, je crois. Oui. D'accord, Alors, ça nous a été présenté comme possible jusqu'à l'an dernier d'accord, et systématique à partir de cette année. d'accord. Très bien, C'est-à-dire parce qu'en que je fait, n'avais pas connaissance de ça l'an dernier. l'OEB le faisait, mais le jury n'y avait pas forcément accès de manière systématique et maintenant c'est le cas. Alors, ce qui veut dire aussi peut-être, en rebondissant là-dessus, parce que c'est vrai que on a peut-être passé un peu vite sur la slide vu qu'on le temps manquait. Un des écueils à éviter, c'est les aspects de propriété intellectuelle mal maîtrisés. Notamment, ça peut-être je ne sais pas si on l'avait mis dans les slides, mais et ça peut concerner certains. Je pense, parce que comme je vois que Zied fait partie des gens autour de la table, c'est un écueil, ça peut être un droit de licence qui vous est accordé soit par la SAT ou équivalent, soit par le porteur du projet d'origine si vous n'êtes pas porteur des résultats, qui serait trop étroit, trop limité dans le temps et qui bloquerait votre possibilité d'exploitation. Ça peut être un écueil. Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous aurez des questions. Et aussi, je reprends l'exemple des SAT. Les SAT ne sont pas forcément connus parce que, surtout si vous êtes monoporteur français, vous aurez un jury qui n'aura pas de français. Et il ne faut pas croire que le terme de SAT ou le fonctionnement, même s'il y a des sociétés de valorisation dans toutes les universités européennes ou structures universités ou structures de recherche, c'est pas forcément un écosystème qui est connu d'évaluateurs étrangers. Donc voilà, mettez-vous bien en tête que vous avez en face de vous des évaluateurs qui ne connaissent pas forcément sur le bout des doigts les comment dirais-je, l'écosystème français. Parfois, on voit aussi des porteurs qui disent oui, bah, j'ai eu l'iLab ou le IPHD ou le iNov. Ok, c'est toujours bien de le dire, mais ça ne parle pas à des évaluateurs étrangers. Donc, faites attention à ça. Ça fait partie enfin, surtout ce qui fait partie des écueils, voilà, c'est d'avoir une stratégie de propriété intellectuelle ou un droit de licence qui peut être considéré comme trop étroit. Mhm. Oui, oui, oui. Donc, moi, un tout petit commentaire pour Fabrice, qui disait que je n'avais pas intervenu l'année dernière. C'est parce que je me suis incorporé au PCN le mois d'avril de cette année. Je suis Je me nouveau. doutais, oui. Voilà, donc je crois que bon, il est déjà un peu plus de 4 heures, donc on peut, oui, remercier à tous les participants pour leur participation au webinaire et bien sûr, surtout à Fabrice pour Merci son beaucoup. expérience qui a été très, très, très précieuse pour tous. Et bon, et donc souhaiter bon courage et, et bonne chance aux gens qui vont partir, qui ont leurs entretiens devant eux. Ok, donc et bonne Et journée à tout le monde. pour ceux qui ont leurs entretiens et qui n'ont pas encore pris rendez-vous avec nous, enfin les coordinateurs,
n'hésitez pas. Je crois que c'est pas le cas, mais si c'était le cas, n'hésitez pas à nous contacter. Ok, donc bonne soirée, Merci à tous bonne journée à tout le monde. Bonne et continuation. bonne chance.